Bonjour à toutes et à tous, bienvenue au Media Center du Salon des services à la personne, des interviews à suivre en audio mais aussi en vidéo sur notre site internet et nos réseaux sociaux. Alors nous allons donc parler des services à la personne et d'emploi à domicile. Et j'ai le plaisir d'accueillir Marianne Monchamp, qui est ancienne secrétaire d'État, Madame le Ministre, et présidente de la CNSA. Bonjour Marianne. Bonjour à vous. Bonjour. Alors, j'ai dit CNSA, mais tout le monde ne sait pas forcément ce que c'est que le CNSA. Non, c'est vrai, l'acronyme est un peu barbare. Oui, comme souvent en France. Alors vous me demandez d'expliquer, c'est ça? Qu'est-ce que c'est? Dites-nous. En fait, la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie est une institution assez récente dans le champ de la protection sociale. Elle est venue dans le paysage se mettre à côté de la Caisse nationale d'assurance maladie, de la Caisse nationale d'assurance vieillesse, de la Caisse nationale d'assurance familiale. Mais sa particularité, c'est qu'au lieu de traiter de grands risques comme la maladie, la vieillesse, les accidents du travail, elle porte une ambition qui est celle de la vie autonome de nos concitoyens, quel que soit leur âge ou quelle que soit leur situation de handicap. Et cette caisse, elle a vu le jour juste après la canicule de 2003, dont il faut toujours rappeler que notre pays s'est réveillé KO debout parce qu'on avait juste oublié qu'il y avait des personnes âgées qui étaient chez elles dans des établissements et qu'elles pouvaient mourir tout simplement parce qu'il y avait un épisode caniculaire. Donc la nation s'est saisie de ce sujet et depuis, ça a donné lieu à beaucoup de dispositifs, beaucoup d'innovations et le salon d'aujourd'hui, je crois qu'il nous montre, s'il en était besoin, que c'est un vrai foisonnement d'acteurs qui se mobilisent pour faire face à l'avancée en âge de toute la société française. Et c'est une bonne chose. Alors vous avez dit le grand mot à la mode, c'est le mot autonomie. C'est quand même un mot important. Est-ce que l'autonomie, c'est l'avenir? Ça veut dire moins de dépendance, plus de formation? Pour moi, l'autonomie, c'est un projet de société. Vous savez, les pères fondateurs de la sécurité sociale, eux, ils voulaient lutter contre les coups du sort. Un travailleur qui brusquement avait un accident, qui ne pouvait plus gagner sa vie, faire vivre sa famille, au lendemain de la guerre, il fallait lui apporter par la solidarité nationale le secours. Aujourd'hui, notre acception même des risques, elle a changé. Quand on est malade aujourd'hui, on est malade parfois très très longtemps. Le vieillissement, c'est un phénomène qui dure. Oui. Il dure parce que l'espérance de vie, et par ailleurs on peut le prévoir. Et donc on voit bien que notre sensibilité, elle a changé. Et l'autonomie, je le disais, c'est un projet de société parce qu'au fond c'est l'affirmation de la citoyenneté. Ça nous dit une chose simple, c'est que sous réserve de soutenir l'autonomie de nos concitoyens, chacun peut prétendre à avoir la même place que n'importe quel autre qui, lui, serait réputé plus en forme, plus jeune ou en meilleure posture. Cette injustice, vous voyez, qui est liée à l'âge ou au handicap, elle est aujourd'hui extrêmement choquante. Et donc, c'est tout le propos d'une politique pour l'autonomie. C'est un peu « venez comme vous êtes », faire société. Bien sûr. Et la puissance publique, la solidarité vous aide à atténuer les marches et à gommer les différences. C'est vraiment un très joli projet. Est-ce que ça veut dire que c'est la fin de la dépendance petit à petit? C'est la fin des EHPAD, que l'autonomie va nous aider à rester chez nous? Les Français veulent vieillir chez eux. Ouais. Il n'y a pas une étude qui ne nous dise le contraire. Vieillir chez soi, pourquoi? Parce que chez soi, on n'est patron. Chez soi, on décide. Si on a envie de manger plus tôt ou plus tard, on mange plus tôt ou plus tard. Cependant, il arrive dans un parcours de vie que, notamment quand on est atteint d'une pathologie neurodégénérative, quand on n'a pas de famille ou que sa famille est très éloignée ou fragile, il faille trouver des solutions qui soient au fond des solutions mutualisées, peut-être plus collectives. Donc la fin de l'EHPAD, je ne peux pas dire ça. En revanche, la fin de l'EHPAD d'aujourd'hui, ça j'en suis sûre. Oui, c'est ça. Et donc le projet de société sous-tendu par ce principe d'autonomie, c'est que l'EHPAD demain soit un vrai domicile auquel viennent s'associer des acteurs de la société tout entière, dans lequel on exprime ses droits et ses devoirs, dans lequel on fasse des choix. Et c'est cette inversion, vous voyez, de la représentation de ce qui est bien pour une personne qui est en train de s'opérer dans la société contemporaine, c'est une bonne chose. Alors j'aime beaucoup évidemment ce projet de société. Ça veut dire à terme, même à court terme, plus d'emplois, plus de formation d'abord de personnes et plus d'emplois, parce qu'on doit venir aider quand même les personnes à domicile. Je crois qu'il faut vraiment mesurer à quel point nous sommes dans une situation extrêmement inédite, qui est celle d'une société qui vieillit. Bien sûr. Tout l'hémisphère nord de la planète c'est pas français, est confronté au vieillissement.
si nous ne comprenons pas que nous devons changer nos modèles de production, que nous devons changer nos choix et nos stratégies d'affectation budgétaire, que nous devons changer nos organisations et nos institutions pour accompagner l'avancée en âge, je crains que demain nous n'ayons des réveils douloureux. Et vous avez bien raison de parler de la question de l'emploi. Simplement, j'ajouterai qu'il n'est pas tout à fait normal que ce soit parfois des travailleurs pauvres qui maintiennent le système en l'état et qui lui permettent de survivre à ce système d'accompagnement, alors même que toute notre société est en train de migrer vers le modèle du vieillissement. C'est pour ça qu'il faut affirmer, oui, le soutien à l'économie du vieillissement, mais il faut le faire avec une exigence éthique et en mesurant la contribution de l'ensemble de ces personnels, je pense en particulier à tous ceux qui sont dans les services d'aide à la personne, à l'intérêt général. Vous avez raison de parler d'éthique et parfois on voit que le gouvernement n'est pas toujours, quel que soit le gouvernement, on peut le dire aussi, n'est pas toujours au fait de tout ça. Quand on voit la proposition qui avait été faite de mettre fin à l'exonération des charges sociales pour les personnes de plus de 70 ans qui employaient une personne à domicile, ça ne va pas dans le bon sens. Si vous voulez, j'y vois le signe d'une transition qui est en cours. Et vous savez, dans les transitions, il y a parfois des ratés. Il y a parfois des moments où on peut se contredire. Mais malgré tout, regardons le sens de l'histoire. Oui. Et le sens de l'histoire, c'est d'affirmer que le vieillissement est un phénomène incontournable, que nous devons nous organiser, que nous avons besoin d'adapter, je le disais, nos institutions, mais aussi de faire émerger des choix politiques qui aillent dans le sens de cet accompagnement de l'avancée en âge. C'est pour ça que ce loupé, parce que je crois qu'on peut dire que c'était un loupé, il a été réparé si vite par le Premier ministre lui-même, qui a rétabli au fond eh bien, la logique de ce soutien à un particulier employeur qui n'est pas un dangereux capitaliste, mais qui est parfois une classe moyenne supérieure avec un niveau d'appât assez faible et qui ne va pas en établissement et qui a besoin, parce qu'on appelle, quand on est techno, de la dépense fiscale, c'est-à-dire de l'exonération, d'employer chez lui des personnels qui vont l'aider à rester autonome. Évidemment. Il ne faut pas non plus oublier l'emploi des personnes handicapées. C'est un sujet que vous avez bien connu, qui n'est pas toujours facile. Est-ce que vous avez l'impression que ça change, que ça bouge, là aussi, que ce n'est pas difficile? Parfois on dit que pour ces personnes handicapées qui cherchent un emploi, ou qui parfois le trouvent, ont une double peine. C'est l'administration qui leur pose des problèmes, qui ne les considère pas assez, qui leur disent vous n'êtes pas assez handicapé. Est-ce que ça aussi, ça va changer? Alors, très clairement, quand on observe le comportement des employeurs, on est quand même frappé du foisonnement d'initiatives. Oui. Aujourd'hui, moi, je n'entends plus aucun chef d'entreprise digne de ce nom qui dise non, ça sera sans moi. Ça n'est plus possible. Pour les entreprises, je suis d'accord. J'ai l'impression que parfois, la lourdeur administrative... Il convient effectivement de faire en sorte que nos organisations publiques et notre administration, tout simplement, de ces sujets, accompagnent ce mouvement de libération des initiatives. La grosse difficulté, elle est aujourd'hui, on le sait, dans l'accès aux droits, dans la reconnaissance de travailleurs handicapés. Quand avec la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie aux côtés du gouvernement et selon le souhait de la ministre Sophie Cluzel, nous transformons le système d'information des maisons départementales des personnes handicapées. Quand nous créons avec la Caisse des dépôts et consignations un portail extrêmement innovant pour faciliter l'accès à l'emploi en le configurant à partir des questions des personnes et non pas à partir d'un présupposé administratif. Chaque fois, nous allons dans le sens d'une amélioration. Mais si vous me dites que le chemin est long, je vous l'accorde, il est long. Et quand on est au chômage aujourd'hui, 2 fois plus quand on est en situation de handicap que quand on est ordinaire, il y a de quoi parfois être de mauvaise humeur. Oui, effectivement. Vous parliez de portail. Le portail du CNSA est extrêmement bien fait, je trouve, puisqu'il est adapté à la personne qui va arriver. C'est soit, effectivement, je choisis, je suis une personne âgée ou je suis une personne en situation de handicap. Est-ce que le numérique, on parlait de fracture numérique il y a quelques années, va aider ces personnes-là? Est-ce que c'est une aide aujourd'hui? C'est une évidence que le numérique transforme totalement les usages. Et j'entends souvent des gens qui disent il faut simplifier, il faut simplifier. Moi, j'ai un peu tendance à sortir mon flingue quand j'entends ça. Pourquoi? Parce que nous avons besoin de réponses complexes pour
adresser des personnes en situation complexe. Mais ce qui doit être simplifié, c'est l'accès à l'information. C'est le design de l'usage. Oui. Donc le numérique, oui, à la condition qu'il soit configuré, qu'il soit organisé, qu'il soit mis en œuvre et déployé à partir de l'expérience client, à dessein, j'utilise ce terme provocateur, du client, mais de celui qui a le droit de dire non, de celui qui a le droit de choisir, de celui qui a le droit d'exiger une qualité de service rendu. Et chaque fois qu'on va effectivement vers des organisations qui, à l'instar en effet du portail de la CNSA, partent de la question même du bénéficiaire, chaque fois on voit que le numérique est prodigieusement utile. Absolument. Parce qu'il permet le choix et il soutient l'autonomie. Vous êtes confiante pour l'avenir? Je suis confiante, mais je suis résolue. Confiante parce que chaque jour, et la visite à ce salon me montre que le foisonnement est là et que les acteurs s'en sont saisis. Mais je suis résolue dans mon engagement. Il faut que nous soyons exigeants envers nous-mêmes et il faut que les institutions publiques acceptent de changer leurs pratiques, acceptent de bouger, acceptent de se moderniser. C'est presque une question un peu barbare, mais qui porte sur la modernisation de l'État. Le message est passé. Merci beaucoup Marianne Bonchamp. Merci beaucoup. Fin de cette émission en direct de notre Media Center. Retrouvez l'ensemble des émissions sur salon-service au pluriel-personne au singulier.com. On se retrouve la prochaine fois avec un nouvel invité.